687e journal de bord, bonjour Jean-Marie Le Pen. Bonjour. Si je vous dis Pantin, vous pensez à quoi? Si. Pantin, la ville de Pantin. Je pense à la ville. Et si l'on dit désormais Pantine par solidarité avec les femmes de France qui doivent se ressentir égales avec les hommes? Je dois un peu gêner à Paris. Ouais. Parce que s'il y a Pantine, pourquoi pas Paris? Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Est-ce que c'est le témoignage d'une dérive de l'époque? Alors, l'auteur de cette décision, c'est le maire socialiste Bertrand Kern, de la ville de Pantin, qui, à travers ses vœux et pendant un mois, a décidé qu'on appellerait sa ville Pantine pour célébrer la cause des femmes, l'égalité homme-femme menacée en France. C'est ridicule, c'est dérisoire. C'est indigne d'un homme public, ça. Je dois suivre une pseudo-mode de féminisme qui est ridicule. Et quelquefois, la féminité s'impose, quelquefois, elle se rejette. Il n'y a pas de raison. C'est pas systématique. Quelle avait été la position du Front National à l'époque de la parité, quand on a obligé aux élections en général, surtout aux élections proportionnelles, les listes qu'on avait appelées Shabada à l'époque, c'est-à-dire un homme, une femme, et ainsi de suite. Bon, il a fallu la loi tout de même pour essayer de démasculiniser un peu la classe politique. Certes, oui. Enfin, on a fait un effort dans ce sens-là, en tout cas au Front National. Je crois que il n'y a jamais eu de problème chez nous. Le problème, c'était de trouver des femmes qui soient de taille équivalente à celle de leurs concurrents masculins. On peut presque dire d'ailleurs dans l'histoire du Front National que les femmes ont occupé toujours dans l'histoire du Front, depuis le début, dans les élections en particulier, une place équivalente à celle des hommes. Il y a eu beaucoup de femmes candidates, beaucoup de femmes élues. Absolument, nous avons toujours essayé de respecter un certain équilibre qui nous paraissait correspondre à la réalité de la vie. Mais Pantine tout de même, qu'est-ce qui a pu passer par la tête de cet homme-là pour faire ça? Et de son conseil municipal qui ne lui a pas dit que c'était grotesque, ridicule? Oui, bien sûr. On dit que le ridicule tue. On s'attend peut-être un jour à trouver le corps du maire dans les rues. Il est maire de Pantin depuis 2001. Autrement dit, il a retrouvé la confiance de ses électeurs d'une manière régulière, récurrente. Reste à savoir si ça va continuer, ça. Oui, ça, je dois dire que je suis assez indifférent à ce genre de manœuvre. Alors, la journée d'aujourd'hui est marquée à l'Assemblée nationale, donc nous en verrons le résultat en fin de journée. Donc, il est trop tôt pour pouvoir commenter l'efficacité éventuelle de la niche parlementaire du Rassemblement national. C'est ce 12 janvier où l'ordre du jour de l'Assemblée a été déterminé par le groupe Front National. Je voudrais retenir une mesure et une technique. La technique d'abord, plutôt que d'affirmer les fondamentaux du Rassemblement national, l'immigration, l'insécurité, ainsi de suite, Marine Le Pen a choisi d'aller chercher dans les textes des autres ce qui était conforme au programme présidentiel, en gros, et législatif du Rassemblement national. Et donc, parmi ces exemples, il y a la question de l'uniforme dans les écoles françaises, le rétablissement ou l'établissement de l'uniforme obligatoire, de manière à niveler socialement, en quelque sorte, la condition de chacun, et aussi d'empêcher l'arrivée des vêtements religieux et le prosélytisme religieux à l'intérieur des établissements français. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée? Je pense que c'est souhaitable, mais ça me paraît peu réaliste. Je pense que l'état d'esprit populaire n'est pas en faveur d'un alignement général de tous les élèves. Je crois que c'est une illusion de le penser. Alors vous avez vu que Madame Macron prend la même attitude. Alors elle ne devait pas savoir que c'était l'ordre du jour proposé par le Rassemblement national, mais dans une interview ce matin dans Le Parisien, on lui pose cette question et elle dit qu'elle y est favorable. Et elle dit qu'elle-même, d'ailleurs, quand elle était jeune, le fait d'être en jupe plissée bleu marine et en pull bleu marine ne l'avait pas du tout gênée. Non, ça dépend de quel uniforme il s'agit. De mon temps, l'uniforme dont il était question, parce qu'il n'était pas mis en œuvre, c'était la blouse grise, pas très sexy, il faut bien le dire. Voilà, mais on l'a passé sur ses vêtements. C'est une blouse, oui, ce n'est pas un uniforme à proprement parler. Oui. Mais regardez, dans l'enseignement anglais, par exemple, ou dans beaucoup d'Afrique, et même dans nos départements et territoires d'outre-mer, il y a une certaine fierté pour les gosses à porter l'uniforme de leur établissement. Oui, absolument. Mais d'ailleurs, moi, au collège,
quand j'étais chez les Jésuites à Vannes, il y avait un uniforme à boutons dorés, d'ailleurs à la française, qui a été peu à peu abandonné d'ailleurs par le manque de tissu consécutif à la guerre, à l'occupation. Alors, puisque nous sommes dans le domaine de l'enseignement, le ministre de l'Éducation, Pap Ndiaye, propose d'établir d'une manière, en CM1 et CM2, d'une manière quotidienne, un exercice de dictée. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je suis tout à fait en faveur de la dictée. Je crois que c'est un moyen de contrôle très efficace et qui fait se rendre compte à l'élève de ses carences. Car la langue française n'est pas une langue très facile. Et sa maîtrise exige une certaine détermination. Et cela, c'est ce que la dictée quotidienne peut donner en effet dans un établissement. Il semblerait qu'il y ait un véritable effondrement de l'orthographe en France. Autrement dit, quand on regarde sur quelques années, la rapidité avec laquelle les gens écrivent n'importe comment. Ça devient même un problème important d'ailleurs au sein des entreprises, puisque dans les courriers internes, alors peut-être que c'est aussi l'apparition de langues étrangères, et en particulier l'anglais, qui est en compétition avec la langue française dans le domaine professionnel, mais enfin, l'écriture classique française est en train de se diluer. Je crois que c'est la conséquence de l'automatisme. C'est la conséquence de l'emploi d'appareils qui, soi-disant, remplacent les hommes. En l'occurrence, la langue est une discipline, et la langue française, une discipline assez difficile, qui exige de l'attention, de la volonté, du courage. Et tout ceci me paraît avoir subi pas mal de réfractions depuis un certain temps. Quand vous avez souvent évoqué, y compris dans vos mémoires d'ailleurs, les périodes scolaires de votre vie, en particulier l'étape des jésuites, vous insistiez beaucoup sur le par cœur. Alors le par cœur d'un côté, apprendre des vers latins, des vers grecs, des vers français, et en même temps une très grande discipline en matière d'orthographe, tout ça forme des hommes qui ne sont pas exactement ceux qui par la suite vont éventuellement dériver, et surtout que maintenant nous avons l'écriture inclusive, c'est-à-dire une manière... C'est sûr que la méthode qui était employée était formatrice et unificatrice. Et que celles qui sont aujourd'hui tolérées ou acceptées produisent un effacement général, une dispersion qui me paraît peu conforme à la nécessaire discipline des esprits. Vous pensez que cette culture de l'effort, elle peut redevenir populaire et pas seulement réservée à une élite dans quelques établissements? Je pense que la culture de l'effort, par définition, exige une certaine ascèse. Et par conséquent, si on prône une morale large, eh bien, il est évident qu'on ne peut pas se mettre dans les lignes qui permettent justement l'exécution convenable. Peut-être avez-vous suivi, nous changeons de sujet, le 11 janvier, c'était hier pour nous, les très graves incidents qui sont produits Gare du Nord. Alors la Gare du Nord est probablement, et même certainement, le nœud de communication le plus important d'Europe. 700 000 voyageurs. Oui, vous m'avez appris ça tout à l'heure, ça m'a paru stupéfiant. 700 000 personnes passent par la Gare du Nord pour aller en Grande-Bretagne, pour aller sur 4 pays différents, la Belgique. Là, je dois dire, j'en ai été surpris. Alors vous avez suivi ce qui s'est passé, un individu d'une vingtaine d'années, dont on ne sait pas bien d'ailleurs l'origine, on sait qu'il était frappé par une obligation de quitter le territoire français, il y a une incertitude sur sa nationalité, algérien, libyen, on ne sait pas, il était connu sous plusieurs identités. Bon, on sait à peu près qui c'est le personnage grâce à ses empreintes digitales, mais en revanche sa nationalité, puisqu'il a utilisé plusieurs patronymes en quelque sorte et donné plusieurs explications, n'est pas encore certaine. Bon. S'il est libyen, les textes aujourd'hui empêchent de le renvoyer en Libye, puisque ce qui se passe en Libye fait que sa vie serait automatiquement menacée et qu'il y a donc une contrainte compte tenu du pays d'origine. On ne pourrait pas le renvoyer. Alors à quoi bon utiliser cette obligation de quitter le territoire si on sait par avance qu'elle ne pourra pas être appliquée, donc, au cas où il serait libyen? Mais dans ce cas-là, il faut prévoir le séjour dans un camp de travail qui assurera la subsistance de la personne en question en échange de sa liberté. Et en échange de travail, d'un travail, oui, en général.
le travail pénal n'a pas beaucoup d'efficacité. Vous savez que le ministre de la Justice, M. Dupond-Moretti, actuellement souhaite développer au contraire l'arrivée d'activités professionnelles dans le cadre de la détention. Ça ne m'étonne pas du personnage. Il pense que c'est une mesure nécessaire de réinsertion. Oui. Eh bien qu'il la mette en œuvre, qu'il nous montre ce qu'il sait faire. Bon, vous savez que le mot camp est très connoté, surtout quand c'est vous qui dites ça. Comment? Le mot camp est très connoté, oui, surtout quand c'est Jean-Marie Le Pen qui l'emploie. Oui, alors qu'est-ce qu'on peut dire? Moi, j'emploie les mots de la langue française, sans arrière-pensée. Voilà. Si des gens ont des arrière-pensées, eh bien qu'ils les montrent. Alors, nous arrivons sur l'épineux sujet des retraites. Et les télévisions, certaines plus que d'autres d'ailleurs, et les médias ont relevé une déclaration du président Macron qui est assez récente, qui date de 2019, donc avant la campagne présidentielle qui a conduit à sa réélection, où le président Macron disait qu'il était extrêmement hypocrite de proposer de reporter l'âge de la retraite de 62 à 64 ou 65 ans, parce que dans la condition de l'emploi aujourd'hui, la plupart des gens ne travaillent déjà plus à partir de 55 ans et que par conséquent, il y avait beaucoup d'hypocrisie à proposer cette mesure. Or, c'est exactement le cœur de sa réforme aujourd'hui, à 3 ans de distance. Alors, comment est-ce qu'on peut interpréter ce changement? Est-ce qu'on a le droit de changer d'idée, après tout? Il y a un proverbe français qui dit « souvent femme varie », c'est les femmes, enfin, je crois que vise tout le monde, bien folle et qui s'y fie. Alors, il faut se méfier des déclarations faites 2 ans auparavant, car elles sont souvent en contradiction avec celles que l'on professe aujourd'hui. Mais la plupart des temps, les gens n'ont pas de mémoire, par conséquent, on peut le faire. Vous savez que avec l'audiovisuel d'aujourd'hui, la mémoire, elle revient extrêmement vite. Ah, voilà, c'est ça le problème. Et donc cette déclaration très récente d'Emmanuel Macron lui revient en boomerang, oui, à un moment où il y a une menace quand même de voir le pays se bloquer. Vous croyez que ça peut déraper socialement, cette affaire? Je ne sens pas actuellement le pays en état de faire un mouvement général de prise de position, de grève, de choses comme ça. Je ne crois pas du tout. Je crois que le pays est atone. C'est d'ailleurs un souci, une préoccupation publique de cet état de neutralité de l'opinion paraît assez inquiétant. Les Français ne seraient-ils plus sensibles à leur avenir? Je ne sais pas. Est-ce qu'il est possible de travailler plus quand il n'y a pas d'emploi? Non, paraît difficile, sauf à faire du travail chez soi, du travail autonome. Vous avez vu que, à cause de la crise énergétique, beaucoup de petites entreprises sont menacées. Alors il semble quand même que le gouvernement réagisse. Mais ce matin, dans les colonnes du magazine Le Point, l'ancien Premier ministre Édouard Philippe expliquait que faire des chèques comme ça pour acheter la paix sociale, ça a des limites, que c'est extrêmement dangereux, que ça change rien à court terme, mais qu'à long terme, ça va devenir extrêmement risqué et dangereux. Alors tout le monde sait qu'Édouard Philippe est un des candidats issus de la Macronie et de la droite, avant la Macronie maintenant, possible pour la prochaine élection présidentielle, mais on sent maintenant là qu'il commence à y avoir des divergences à l'intérieur du bloc majoritaire, même s'il n'est majoritaire relativement. Est-ce que vous croyez que ce test des retraites menace d'une certaine manière ce bloc alors que le président Macron ne pourra pas se représenter? Autrement dit, que les fissures peuvent s'élargir. C'est un problème de fond, n'est-ce pas? Il est bien évident que les déterminations qui vont se révéler à cette occasion vont faire des lignes de fracture. Et certaines peuvent être très graves, très lourdes de conséquences. Moi, je ne serais pas étonné de voir que le problème des retraites éclate la majorité en quelque sorte. Vous pensez que le Rassemblement national peut être bénéficiaire? Sa position, celle de Marine Le Pen, a évolué. Dans la dernière campagne électorale, elle n'était plus tout à fait sous la position elle-même qu'elle avait défendue jusqu'alors, c'est-à-dire 48 annuités et 60 ans, l'âge légal. Aujourd'hui, elle a introduit des nuances et des différences, mais on sent bien tout de même qu'elle penche à gauche, d'une certaine manière, et qu'elle se rallie à des positions qui sont plus celles de la NUPES que celles des Républicains. Oui, mais on dit que M. Bardella, lui, penche plutôt à droite. Donc ça équilibre en quelque sorte. C'est en l'occurrence M. Bardella qui est président du mouvement. Vous pensez que son influence à lui va influencer Marine Le Pen et l'Assemblée nationale, le groupe parlementaire? Va influencer surtout les électeurs, c'est ça qui compte. Et peut-être convaincra-t-il par la même occasion Marine Le Pen.
Encore un point. C'est une surprise, mais tous les gens qui aujourd'hui préparent leurs vacances, envisagent de se déplacer ou bien ont besoin de mettre à jour leur carte nationale d'identité, s'aperçoivent qu'il faut plusieurs mois pour avoir un rendez-vous, soit dans une préfecture, dans une mairie équipée ou dans un commissariat, bref, dans tous les endroits où on peut s'adresser pour avoir des papiers d'identité, plusieurs mois, et qu'ensuite il faudra encore plusieurs mois pour les recevoir, autrement dit 5-6 mois pour faire une carte d'identité ou un passeport. De quoi est-ce le signe, ça? À mon avis, c'est le signe de l'affaiblissement de la notion de nationalité. Et ça me paraît inquiétant. C'est du wokisme déguisé, en quelque sorte. Excusez-moi d'employer ce néologisme effarant. Enfin, c'est comme ça. Et, en l'occurrence, il me semble que la sagesse devrait pousser à la réflexion avant l'action. Autrement dit, il y a plus d'avenir pour être sans papier qu'avec des papiers en règle, quoi. Ben oui, mais il est nécessaire d'avoir des papiers et par conséquent, il est nécessaire aussi de pouvoir les fournir. Si l'État n'est plus en mesure de les fournir dans des temps raisonnables, il y a une carence qui est dramatique sur l'esprit, comme conséquence sur l'esprit public. Pour terminer, vous avez fait une rapide incursion dans votre pays natal, votre ville natale, la Trinité-sur-Mer. C'était hélas dans des circonstances peu plaisantes. Vous deviez assister aux obsèques d'un vieil ami. On meurt même à la Trinité. Alors, hélas, si la Trinité donnait l'immortalité, il y aurait sans doute un grand concours de population pour acquérir cette faculté. Mais hélas, ce n'est pas le cas. Donc, moi, je respecte les traditions. Un vieil ami qui venait de disparaître, nous sommes allés à la Trinité, c'est quand même un effort de 1000 kilomètres de route. Bon, cela dit, ça me paraît normal. C'est ce qui est dû à ceux qui ont vécu auprès de nous et qui sont nos amis. La maison natale était en bon ordre. Oui, parfaitement en bon ordre. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui s'en occupe là-bas, heureusement d'ailleurs, et tout était parfait. Je pense qu'on l'a laissé dans le même état pour les suivants, parce qu'on partage tout de même. C'est ma maison natale, mais je l'ai donnée à mes enfants, par conséquent, ils se répartissent entre eux, je pense, le plus harmonieusement possible. Y croisons les doigts. Merci Jean-Marie Le Pen. À la semaine prochaine. Je vous en prie. La semaine prochaine, le pays risque quand même de se bloquer autour des 18, 19, difficultés de transport, etc. Nous tâcherons de nous adapter. Absolument, on fera au mieux. À la semaine prochaine, probablement.